Nourri de passion et d'enthousiasme, l'extraordinaire, accompagné de choix courageux, entouré de bienveillance, pourra éclore et donner naissance à des chemins insoupçonnés. Les fausses notes, les chutes, les obstacles sont autant d'occasions de grandir, de se renouveler. Il faut oser. Allez à la rencontre de vos rêves, de vos projets. Rêvez-vous et marchez. Alors bon, je suis Hubert Reeves, je suis de métier astrophysicien. Je fais des recherches sur l'univers, les étoiles, les galaxies, tout ça. Et puis depuis de nombreuses années, je m'intéresse également à l'écologie, évidemment, avec l'importance des menaces que nous connaissons tous. Il est important de se mettre à l'œuvre si on veut que la planète reste habitable. Le but, c'est que la planète reste habitable et agréable, ce qui n'est pas garanti du tout quand on voit ce qui se passe. Donc sur ce plan, je me suis engagé depuis un certain temps à faire ce que je peux pour essayer de faire passer ce message, cette urgence de prendre en soin notre capacité de vivre dans un monde agréable. Vous dites que nous sommes des poussières d'étoiles. Oui, ça c'est peut-être une des découvertes les plus importantes de l'astronomie de ce siècle, c'est que ces étoiles qu'on savait très loin, très distantes, et qu'on aurait pu penser qu'elles n'avaient aucun rapport avec nous, eh bien on découvre que non seulement nous sommes faits de la même matière qu'elles, c'est-à-dire des atomes, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, mais que ce sont elles, c'est elles qui ont fabriqué ces atomes. Ces atomes n'existaient pas au début de l'univers, et c'est grâce à l'activité des étoiles. Les étoiles sont très chaudes, au centre de l'étoile, il y a des réactions nucléaires qui combinent des atomes et qui font de nouveaux atomes. Et on sait maintenant que presque tous les atomes dont nous sommes composés viennent de différents types d'étoiles. Donc ça crée un lien entre nous et les étoiles. Les étoiles sont nos grands-mères, pourrait-on dire d'une certaine façon. Voilà, c'est ça qui est mon métier, c'est à la fois l'astronomie, la vulgarisation scientifique, et puis aussi le combat écologique pour maintenir la planète dans un état habitable. Qu'est-ce qui vous porte à continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire transmettre? Parce que j'aime ça. C'est aussi simple que ça. Ça me vient d'une grand-mère à moi, qui était une grande conteuse, qui racontait beaucoup d'histoires aux enfants. C'était au Canada, ça. Elle rassemblait les enfants du village, ou plutôt les enfants du village venaient, elle racontait les contes de Perrault, les contes de La Fontaine, tout ça. Et moi, j'aimais beaucoup ça, et je sentais que j'aimerais faire ça aussi. Donc, ça m'a donné le goût d'utiliser mon métier, parce que les étoiles, ça intéresse tout le monde. C'est plus facile d'intéresser des gens en leur parlant des étoiles que en leur parlant de la tuyauterie, par exemple. Et donc, c'est un beau sujet pour faire connaître ce que la science nous apprend. Et c'est aussi un plaisir parce que les étoiles, ça touche à deux dimensions différentes. Une dimension rationnelle, on comprend, on fait de la science, mais il y a une dimension de rêve aussi. C'est aussi une dimension poétique. C'est pour ça que ce sujet est toujours intéressant, toujours intéresse les gens, et en même temps, c'est leur apprendre des choses importantes qu'on ignorait même il y a 100 ans, c'est que nous sommes des poussières d'étoiles. C'est grâce aux étoiles qui ont vécu il y a des milliards d'années, qui sont mortes maintenant. C'est grâce à ces étoiles qu'il y a des atomes, et les atomes ont permis la formation de la Terre, et sur la Terre, l'apparition de la vie, et un beau jour, chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui vous chagrine dans ce monde? Qu'est-ce qui vous agace? Ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, c'est la détérioration de la planète par les causes que vous connaissez, le réchauffement climatique, la pollution, le plastique. C'est le mauvais état, le mauvais traitement que nous imposons à cette planète
qui non seulement est quelque chose en soi de négatif, mais qui nous menace, c'est-à-dire qui menace notre existence même. Nous savons que le réchauffement climatique, par exemple, tout aussi bien que les armes nucléaires de leur côté, pourrait nous éliminer. Donc c'est cette absurdité des êtres humains qui ont une très belle planète. On ne sait pas s'il y en a d'autres habités, moi je le pense, mais personne ne le sait. Mais en tout cas, nous en avons une, et cette belle planète, nous sommes en train de la détériorer, et c'est pour ça qu'on se dit comment est-ce qu'on peut faire cela, et surtout comment est-ce qu'on peut essayer de freiner cela, de garder, encore une fois, cette planète agréable à vivre. Et c'est ça qui me motive, c'est de penser à mes enfants. J'ai des enfants et des petits-enfants, et je me dis, d'ici comment sera cette planète dans 30 ans, personne ne le sait. Ça pourrait être beaucoup bien pire, ça pourrait être bien mieux. Il faut s'assurer que ça va être bien et bien mieux, et non pas invivable. Quelle est votre plus grande peur? Probablement le danger le plus grave aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qui fait que les tempêtes, les ouragans sont de plus en plus importants, de plus en plus massifs, de plus en plus destructeurs. On le voit maintenant d'année en année. Cette fameuse tempête qu'il y a eu aux Philippines où les vents approchaient 400 km à l'heure, c'est évident que ça n'est pas possible. Et le pire, c'est que c'est pire pour les pauvres que pour les riches. Parce que si vous habitez dans une ville comme Paris ou Miami, un gros vent, ce n'est pas nécessairement catastrophique. Si vous habitez dans les favelas à Rio, eh bien là, c'est tout à fait différent. Donc ça, c'est le danger. Je dirais, c'est difficile de dire lequel est le plus dangereux. Un autre qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire la disparition des insectes, des abeilles, la disparition des vers de terre qui rendent les sols infertiles, et dans une population qui continue à croître, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il faut. Il faudrait au contraire garder plus de fertilité. Le problème de la surpopulation est un problème, mais ça il est plus difficile à considérer. Et le problème de garder la terre fertile est quelque chose qu'on sait faire. Mais est-ce qu'on le fait? C'est ça qui est important, c'est de s'assurer. Et il y a des choses qui se font, je ne suis pas pessimiste quant à l'avenir. Je pense que l'avenir est inconnu. Il pourrait être bien mieux, il pourrait être bien pire. Tout dépend de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais quand on voit qu'il se fait des choses un peu partout, nous sommes dans une espèce de lutte, en fait, entre deux forces opposées et qui croissent en puissance toutes les deux. La détérioration d'une part, le réchauffement climatique, l'émission de gaz carbonique, la pollution, le plastique, tout ça c'est en croissance, mais en même temps il y a une force de restauration, force de prise de conscience de ce qui se passe, de mouvements qui se font un peu partout, pas généralement du côté des États qui sont les plus lents à réagir, mais du côté des villes par exemple. Beaucoup de villes un peu partout dans le monde ont réagi et ont des initiatives pour essayer de garder la vie vivable. Donc je pense que nous sommes devant un grand combat entre deux forces qui prennent de la puissance et personne ne sait qui va gagner. Personne ne peut prévoir à l'avance qui va gagner. Il faut tout faire comme si on allait gagner, mais on ne le sait pas vraiment. À quoi ou à qui pensez-vous dans des moments difficiles? Je pense à mon père. Mon père disait toujours, c'est quand ça va mal qu'on montre ce qu'on vaut. Quand ça va bien, on peut être bien. Mais quand ça va mal, quand on a des difficultés, quand on est déprimé, c'est à ce moment-là, c'est quand on est en mesure de prendre sur soi et de montrer les forces cachées que nous avons. Ça, c'est une chose qu'il répétait souvent et qu'il me disait souvent. Une autre de ses phrases favorites, c'est « Prends le taureau par les cornes. Si tu as des difficultés, fonce pour les résoudre. Ne te laisse pas écraser. »
Est-ce que vous avez un message pour ceux et celles qui veulent réaliser leurs rêves? Le message, bon, c'est pas vraiment un message, c'est relié à un élément qui s'appelle la confiance en soi. Et d'où ça vient? Il y a des gens qui ont confiance en eux, il y en a qui l'ont pas. C'est quelque chose à cultiver, mais comment est-ce qu'on cultive la confiance en soi? Je ne sais pas très bien. Mais c'est d'abord d'avoir l'idée que l'on peut, que les difficultés, on peut les résoudre, peut-être. Il faut faire comme si on pouvait les résoudre. Jamais se laisser abattre par les difficultés. Je trouve qu'il y a un événement important qui n'a pas été assez mis en relief, qui s'est passé il y a maintenant 3 ou 4 ans. C'est au cours de la COP 21, ici à Paris, sur l'écologie, les problèmes, quand à la fin de la conférence de la COP 21, il y a eu cet événement, je dirais, historique, qui est que 195 pays se sont mis d'accord sur un point. Ça, c'est un événement parmi les plus rares et pourtant c'est essentiel. Si on veut arriver à résoudre les problèmes à l'échelle mondiale, il faut évidemment que tout le monde soit d'accord. Il ne faut pas que chaque pays tire de son côté. À la fin de cette conférence, en novembre 1995, il y a eu cet événement où 195 pays se sont mis d'accord sur une chose, c'est que, il y a un problème. Ce problème, c'est le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, il faut tout faire pour le résoudre. Ça ne va pas être facile, mais c'est une étape très importante vers ce qu'on appelle une gouvernance à l'échelle mondiale. C'est-à-dire les problèmes comme celui-là sont des problèmes mondiaux qui ne peuvent avoir de réponse s'il y a un accord et un accord avec des pouvoirs. Il y a bien sûr déjà les Nations Unies ou l'UNESCO qui peuvent constater, mais qui n'ont pas de pouvoir réel. La gouvernance, ça veut dire avoir également des pouvoirs, et ça c'est un des premiers gestes de gouvernance. En fait, je dirais, il y en a eu un autre précédent qui est également important, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Après la guerre, il y a eu également cette idée de faire une déclaration des droits de l'homme qui soit acceptée universellement. Et cet autre événement, le second, je dirais, important, c'est celui de la COP 21, des ententes, même s'il y a eu des problèmes, même si les Américains sont retirés, on sait que ça ne sera pas facile, on sait que ça va poser des quantités de problèmes, mais il y a déjà cette volonté d'aller dans ce sens-là, pressé par le danger. C'est nouveau, évidemment, qu'il y ait des menaces à l'échelle mondiale. Il y a toujours eu des comportements très négatifs de la part des humains, des saccages, des massacres, etc. Mais ce n'était pas grave à l'échelle mondiale. Ça ne menaçait pas l'humanité. Aujourd'hui, ce réchauffement climatique menace l'humanité elle-même. Donc on avance dans ce domaine pressé par la prise de conscience de ce qui se passe un peu partout sur la planète. Est-ce que ça vous va? Ça me va parfaitement. Et en fait, je suis curieux un peu de tout. Et ils disent que tous les 26 000 ans, il y a un cycle de je ne sais pas quoi. Oui. Et que nous serions... L'axe de rotation de la Terre, c'est ça. C'est ça. C'est que la Terre, c'est comme une toupie. Vous savez, quand vous jouez une toupie, elle a ce qu'on appelle la précession. Mais la Terre fait ça aussi. Elle tourne, mais son axe tourne autour. Et il y a ce cycle de 26 000 ans qui existe depuis toujours, sans doute. Et ils disent que ce cycle de 26 000 ans serait associé au feu, donc à une catastrophe liée au feu, en tout cas. Et est-ce que finalement le réchauffement climatique ne serait pas la conséquence de ce cycle qui est prédit? Non, je ne crois pas. Ça me paraît de la haute fantaisie. Je ne sais pas qui dit ça, je ne sais pas comment il le prouve. Ce serait à prouver. Je ne vois pas comment on aurait la moindre preuve de cela, puisqu'il y a 26 000 ans, sur la Terre, il n'y avait pas beaucoup de scientifiques pour constater l'état de la situation.
C'est récent qu'on a des mesures de réchauffement de la température. Même l'idée de température n'était pas vraisemblablement connue de l'homme des cavernes. 26 000 ans, c'est Lascaux, c'est Vallon Pont d'Arc. Non, je ne crois pas du tout, ça me paraît fantaisiste.